Vladimir Poutine pense que la Russie a une histoire particulière avec l'Ukraine. Et on considère que cette interview est une expression sincère de ce qu'il pense. Monsieur le Président, merci. Le 22 février 2024, vous vous êtes adressé à la nation au sujet lorsque le conflit en Ukraine a démarré. Vous avez dit que vous avez agi parce que les États-Unis, par l'OTAN, pourraient mettre en place, et je cite, une attaque surprise contre notre pays. Et cela peut paraître paranoïaque, mais dites-nous pourquoi vous pensez que les États-Unis pourraient vouloir une attaque. Ce n'est pas que les États-Unis nous attaquaient directement, qu'ils attaquaient la Russie. C'est un talk show qu'on a ou c'est une discussion sérieuse? Voilà, c'est ça la citation. Donc c'est une discussion sérieuse. Donc comme vous avez une formation d'historien, je vais me permettre de faire un petit raccourci historique pour vous donner un retour en arrière. Comment nos relations avec l'Ukraine ont commencé? D'où vient l'Ukraine? The Russian state started gathering itself as a centralized statehood, and it is considered to be the year of the establishment of the Russian state in 862, when the townspeople of Novgorod invited a Varangian prince, Rurik, from Scandinavia to reign. Donc invité le prince Rurik In 1862, en Russia celebrated the 1862, la 1000th Russie a anniversary célébré of its le statehood. millénaire And de in sa Novgorod, there is a souveraineté. memorial Et dedicated to the il y a un 1000th mémorial anniversary consacré of the au country. millième anniversaire de la In naissance du pays. 882, En Rurik's successor, 882, Prince le successeur Oleg, de was Rurik, le actually prince playing the role Oleg, of regent at a Rurik's young joué son. donc le rôle Because Rurik had parce died que by that time, Rurik était came to mort Kiev. et donc il est venu à Kiev. Il est He ousted arrivé à two Kiev. brothers who Il apparently avait had deux frères donc qui once been members of Rurik's l'un squad. était membre du clan de Rurik. So Russia began to Et donc la develop with Russie two a centers commencé of à se power, développer avec deux Kiev and centres Novgorod. d'autorité, Kiev et Novgorod. The next very significant date in the history of La Russia date was très importante dans l'histoire de 988. la Russie était 888. This was the baptism of Russia. C'est When la Prince Vladimir, the naissance great-grandson de la of Russie, Rurik, baptized le prince Russia Vladimir, and arrière-petit-fils adopted de orthodoxy Rurik, or Eastern Christianity. a attaché la From Russie this au time, the christianisme. centralized Russian state began to Et strengthen. c'est là où Why? l'État décentralisé de la Russie Because of the s'est single renforcé. territory, Pourquoi? integrated À cause economic d'un ties, territoire one and the same language, and after the avec baptism une of seule Russia, langue, the et same faith and donc rule une of the seule prince. foi et The une seule centralized Russian autorité state du began to prince. take shape. Et l'État russe a commencé à prendre Back in the forme. Middle Ages, Prince Yaroslav Au the Moyen Âge, Wise introduced the Yaroslav order le of Sage succession a to a introduit throne. l'ordre de succession. But after he passed away, Mais it became après sa mort, complicated for various c'est devenu reasons. compliqué pour différentes raisons. The throne was passed not Le directly from trône father est to passé, eldest son, but from the pas passé prince who had directement passed away to his du brother, père au fils, then to his mais sons in different et lines. c'est passé entre frères et puis entre différentes lignées. All this led to the fragmentation and the Toute end cette of Rus as a défragmentation single state. a menacé l'existence même There was de la nothing Rousse. special about it. The Et same was happening then in Europe. Il n'y a rien de particulier, la même chose est arrivée en Europe. But the fragmented Russian state Mais became an l'État easy prey fragmenté to de the la Russie empire est created earlier by King Ishak. devenu une partie de l'Empire qui avait déjà été créé. Et les successeurs, Butakhan est donc venu en Russie, The southern part, including la partie Kiev, sud, by the y way, compris and Kiev, some other le cities reste, simply et lost d'autres independence, villes ont while northern simplement cities perdu preserved leur some of their indépendance. sovereignty.
They had to pay Mais ils ont tribute to gardé the une partie de horde, leur but they managed to souveraineté. preserve some part of Il their s'est agi sovereignty. de préserver une partie de cette And souveraineté. then a unified Et Russian ensuite, state began un to État take shape russe with its unifié a center commencé in à prendre Moscow. forme avec son centre, The southern part avec of Moscou Russian pour son lands, centre. including Kiev, La partie began to du sud, gradually donc y compris gravitate towards Kiev, another magnet, the center that was emerging in a Europe. tourné autour d'un autre pôle, un pôle plus européen. This was the Grand Duchy of C'était donc Lithuania. It la was even called the grande Lithuanian-Russian Lituanie. Duchy, On parlait même because Russians de were a Lituanie significant russe, part of its puisque population. la Russie faisait They spoke the partie old intégrante Russian de cette language and were population. Ils parlaient Orthodox. russe et ils avaient adopté But then la there foi was a orthodoxe. unification, Ensuite, the il y a union eu of the une Grand Duchy of unification Lithuania le and the Grand-Duché, Kingdom of Poland. entre le Grand-Duché de Lituanie et le Royaume de A few years Pologne. later, another union was signed, Et un But this autre time royaume already a in été the religious signé, sphere. mais some of the Orthodox priests became subordinate certains to the Pope. prêtres orthodoxes Thus, se these sont mis lands became à part of the Polish-Lithuanian obéir au state. pape. During decades, the Au Poles were cours des engaged in décennies, polonization of this les part of the Polonais ont population. été engagés They dans introduced a une language there, unification de tried to cette entrench the population. idea that this population was not exactly Russians, that because they lived on the fringe, they were Ukrainians. Originally, the word Ukrainian meant that the person was living on the outskirts of the state, along the fringes, or was engaged in a border patrol service. It didn't mean any particular ethnic group. So the Poles were trying to, in every possible way, to colonize this part of the Russian lands, and actually treated it rather harshly, not to say cruelly. All that led to the fact that this part of the Russian lands began to struggle for their rights. They wrote letters to Warsaw demanding that their rights be observed and people be commissioned here, including to Kiev. I beg your pardon, can you tell us what period, I'm losing track of where in history we are, the Polish oppression of Ukraine? It was in the 13th century. Now I will tell you what happened later and give the dates so that there is no confusion. And in 1654, even a bit earlier, the people who were in control of the authority over that part of the Russian lands addressed Warsaw, I repeat, demanding that they send them to rulers of Russian origin and Orthodox faith. When Warsaw did not answer them, and in fact rejected their demands, they turned to Moscow, so that Moscow took them away. So that you don't think that I'm inventing things, I'll give you these documents. Well, it doesn't sound like you're inventing it. I'm not sure why it's relevant to what happened 2 years ago. But still, these are documents from the archives, copies. Here are the letters from Bogdan Khmelnytsky, the man who then controlled the power in this part of the Russian lands that is now called Ukraine. He wrote to Warsaw demanding that their rights be upheld. And after being refused, he began to write letters to Moscow, asking to take them under the strong hand of the Moscow Tsar. There are copies of these documents. I will leave them for your good memory. There is a translation into Russian. You can translate it into English later. Russia would not agree to admit them straight away, assuming that the war with Poland would start. Nevertheless, in 1654, the Pan-Russian Assembly of top clergy and landowners, headed by the Tsar, which was the representative body of the power of the old Russian state, decided to include a part of the old Russian lands into Moscow Kingdom. As expected, the war with Poland began. It lasted 13 years, and then in 1654, a truce was concluded.
And 32 years later, I think, a peace treaty with Poland, which they called Eternal Peace, was signed. Et ces terres, And these lands, the whole qui étaient left sur la bank rive of droite Dnieper, including Kiev, went to Russia. sur la rive gauche And de the whole Dniepr right bank sont of revenus à la Dnieper Russie, remained les in autres Poland. ont été récupérés par la Under the Pologne. rule of Catherine the Et ensuite, à Great, l'époque Russia reclaimed all of its Catherine historical II, lands, including ces in the terres south and devenues west. historiques, This all et lasted tout until cela the s'est revolution. poursuivi jusqu'à la Before World War Révolution et avant la Première Guerre Austrian mondiale. General Staff relied En on the profitant de ideas cette of idée Ukrainianization d'ukrainisation, and l'état-major started actively promoting the ideas of austro-hongrois a Ukraine commencé and the à promouvoir cette Ukrainianization. idée d'ukrainisation. Their motive Et was on voit obvious. jusqu'où c'est arrivé, parce qu'à la veille de la Before Première World Guerre War I, mondiale, they wanted to weaken the potential il y avait cette enemy and secure possibilité themselves d'affaiblir favorable conditions in the l'ennemi border area. et donc de So the réunir des idea conditions which had favorables. emerged in Poland that people Et residing in cette that idée qui territory était apparue were allegedly not en Pologne à really une époque, Russians, c'est-à-dire but que rather belonged to a special les personnes qui ethnic étaient sur group, place, Ukrainians, started being donc ces gens propagated by the particuliers qui Austrian étaient General ce Staff. qu'on appelait les Ukrainiens, As far back as the 19th étaient promus century, par theorists calling l'état-major for Ukrainian independence austro-hongrois dès le 19e siècle. appeared. All those, Et il however, parlait de la claimed that nécessité de Ukraine should have a l'indépendance very good de l'Ukraine. relationship with Russia. Et donc ces piliers de l'indépendance They ukrainienne insisted on that. disaient justement qu'il fallait avoir de bonnes relations avec la Russie. Ils insistaient là-dessus. Et en 1917, avec la The révolution Bolsheviks sought bolchevique, to restore the statehood, les bolcheviques and ont the essayé de civil war restaurer began, ce including the caractère hostilities with d'État. Poland. Il y a eu donc cette guerre civile qui a commencé, cette guerre qui a dégénéré en guerre avec la Pologne. In Et en 1921, peace with 1921, Poland was proclaimed, and under that treaty, les parties the right bank of Dnieper River occidentales, once again c'est-à-dire was given back la to partie Poland. droite du Dniepr, a de nouveau été intégrée à la Pologne. 1939, after Poland cooperated with Hitler, Et en 1939, après que la Pologne a collaboré Hitler avec offered Hitler, Poland peace and a treaty of friendship. et Hitler proposait, nous avons les documents An dans nos archives, alliance demanding in return de that Poland traiter, give back to de signer un Germany traité the so-called d'amitié et Danzig d'alliance, corridor, which connected the bulk et of il Germany exigeait with que East la Russia Pologne and rende Königsberg. à l'Allemagne ce qu'on appelle le corridor de Danzig, et qui séparait la partie essentielle de After l'Allemagne World War I, this territory de was transferred Königsberg to et de Poland, la Prusse and instead of orientale. Danzig, a city of Dansk emerged. Et après la Première Guerre mondiale, Hitler asked them to give ceci it a été amicably, but donné they refused. à la Pologne, et la ville de Danzig est Still, devenue they collaborated with Gdansk. Hitler and engaged together Les Polonais ont refusé, mais en in même the temps, partitioning ils of ont Czechoslovakia. coopéré May I ask you, avec you're Hitler. making the case that Ukraine, certainly parts of Ukraine, Eastern Ukraine, is in effect Russia has been for hundreds of years. Why Alors, la wouldn't partie you Ukraine, just donc, take it when you became president une partie 24 years ago? d'Ukraine You have est nuclear devenue weapons, they russe. don't. Mais alors It's pourquoi vous actually l'avez your land. pas Why pris? did you Vous avez wait so créé long? un précédent en I'm 1924. coming to that. Oui, donc This briefing is coming to an end. je vais vous dire, je Might vous be réponds. boring, but it Je explains finis many things. cette histoire, ce raccourci historique qui est peut-être ennuyeux. Good. Good. Non, I'm c'est pas so ennuyeux du gratified tout. that you appreciate that. Alors ça me fait plaisir que vous appréciez cela. Merci Before beaucoup. World War II, Poland collaborated Et donc, with Hitler. avant la Deuxième And Guerre mondiale, although it did not yield to Hitler's après que la demands, Pologne a it still collaboré avec participated Hitler in the partitioning et of a renoncé Czechoslovakia together à with Hitler, as the faire ce Poles que had Hitler not given the demandait, Danzig corridor mais to a voulu Germany, went too far, a voulu séparer, pushing Hitler to participer à la start partition World War de la II by Tchécoslovaquie. attacking them. Et en Why fait, was it cela Poland a against poussé whom the war Hitler à started lancer sa on Deuxième 1st Guerre September mondiale. 1939? Et Poland donc turned la out Deuxième to Guerre be mondiale a commencé le 1er uncompromising, septembre and 1939 Hitler had par la nothing to Pologne, do but précisément. start implementing his plans Mais with la Pologne Poland. ne voulait pas discuter. By Et the donc, way, the USSR, Hitler n'avait pas d'autre I have solution read que some de archive commencer documents, par s'en prendre à la behaved very Pologne. Et honestly. d'ailleurs, l'URSS, on a asked les documents Poland's dans les permission archives, to transit its troops s'est through the comporté de Polish façon territory to help honorable Czechoslovakia. et a cherché But the à then aider Polish la foreign minister Tchécoslovaquie. said Mais that le if the ministre Soviet polonais des planes Affaires flew étrangères de over l'époque Poland, they would avait be dit que si un down avion over the soviétique territory of volait Poland. en direction de la Tchécoslovaquie par le territoire de la What Pologne, matters is il that serait the war abattu began, au-dessus du and territoire de la Pologne. Poland fell prey to the Et policies ce qui était important, it had c'est que la pursued guerre against avait commencé, Czechoslovakia, et donc la under the Pologne était well-known victime de Molotov-Ribbentrop cette Pact. politique qu'elle avait Part of menée the elle-même à territory, l'égard including de la Western Ukraine, Tchécoslovaquie,
Or, il y a un protocole de l'accord Molotov-Ribbentrop, on la retrouve. C'est-à-dire que la Russie, nommée à l'époque URSS, retrouvait ses terres historiques. Après la victoire dans la Grande Guerre patriotique, que vous appelez la Deuxième Guerre mondiale, ces terres ont été rattachées officiellement, définitivement, à l'URSS. Et la Pologne, à titre de compensation, a eu les terres occidentales qui étaient en fait des terres historiquement allemandes, enfin une partie de ces terres. Donc c'est la partie occidentale de la Pologne actuelle et qui a accès donc à la Baltique, donc ils ont retrouvé Gdansk, qui donc la ville a retrouvé son nom polonais, et c'est ainsi que la situation s'est dessinée. Et la mise en place de l'URSS en 1922, les soviétiques ont commencé à créer une république socialiste soviétique d'Ukraine qui n'avait jamais existé en réalité. Et Staline insistait sur le fait que ces républiques qui se mettaient en place en tant que territoire autonome, mais le fondateur de l'URSS, Lénine, voulait que ces terres aient le droit de quitter la composition de l'URSS. Mais on a vu que ce qui se passait sur ces terres, avec les populations qui habitaient là, mais qui ne s'était jamais appelé l'Ukraine en réalité. Pourquoi quand on a formé cet État, on a dit que c'était la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et tout était, on a rattaché des territoires du littoral de la mer Noire qui n'avaient jamais eu de rapport avec l'Ukraine depuis l'époque de Catherine II. Si on revient en 1654, quand ces terres avaient été intégrées à l'Empire russe, il y avait 3-4 régions actuelles de l'Ukraine. Ça n'avait aucun rapport avec l'Ukraine. Vous avez une connaissance encyclopédique de la région, mais pourquoi vous me posez la question que maintenant, après 22 ans? Mais après 22 ans de son pouvoir, je connais tout ça. Regardez, l'Ukraine soviétique a reçu quantité de terres qui n'avaient jamais fait partie de ce pays. Mais à un moment, la Russie les avait obtenues à l'issue des guerres contre la Turquie, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Russie. Mais c'est que Lénine, en constituant l'URSS, avait créé cette République d'Ukraine qui s'est développée pendant des décennies. Et les bolcheviks, pour des raisons qu'on comprenait, ont procédé à cette ukrainisation, simplement parce qu'il y avait des gens originaires d'Ukraine, mais qui étaient nombreux dans les dirigeants, parmi les dirigeants soviétiques. Mais c'était la même chose avec d'autres républiques soviétiques. Donc on développait les langues nationales, les cultures nationales, c'est pas mauvais en soi, mais c'est ainsi qu'a été créée l'Ukraine soviétique. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Ukraine a reçu encore d'autres terres qui, avant la guerre, avaient appartenu à la Pologne, mais aussi à la Hongrie et à la Roumanie. Et donc un certain nombre de terres avaient été prises à ces pays-là. Et s'y trouvent toujours. Et donc nous avons toutes les... Pensez-vous que la Hongrie devrait reprendre ces territoires d'Ukraine ou que d'autres territoires appartenant à l'Ukraine devraient reprendre, d'autres nations devraient reprendre leurs territoires? Pour revenir à l'histoire des frontières de 1654, après on qualifie l'époque de Staline de régime de Staline avec le non-respect des droits de l'homme, mais
One may say that they could claim back those lands of Si on ne theirs dit pas while qu'ils having no ont right to do ce that. droit, It is c'est-à-dire at least de understandable. retrouver leur terre, en tout cas, Est-ce que vous avez dit à Viktor Orban cela? Never. on n'a jamais parlé de I've ça. never avec eux. told him, not a single Jamais. time. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно We have not even had Nous any conversation on n'avions that, but I actually know for sure aucune that discussion Hungarians who live there avec lui. Mais конечно, хотят les вернуться на свою историю. wanted les to get Hongrois, bien back sûr, to their veulent historical land. revenir dans leur patrie historique. Moreover, I Je would veux like même to share vous a raconter une very histoire interesting story intéressante. with you. C'est une histoire personnelle. Где-то в начале I digress. It's a personal one. из, Somewhere in the Alors, early 80s, c'est au I début went des années on a road trip in 80. a car En voiture, from j'étais then parti de Leningrad across the Soviet Union, Saint-Pétersbourg, through Leningrad, pour un grand made a voyage stop in dans Kiev, l'URSS, and then went via to Kiev. western On Ukraine. était passé par là. Et ensuite, je suis I allé went to the en Ukraine town of occidentale. Beregavoye, and all the names of towns and une villages ville there qui s'appelle were in Beregovo. Russian and Et in the tout, language I là-bas, did toutes not les indications, understand, in tous les panneaux Hungarian, étaient en russe in Russian et dans une autre and in langue qui était en fait Hungarian. le hongrois. not in Ukrainian, in Russian, and in Hungarian. Donc c'était en I was russe, driving through some en kind of village, hongrois and there et en were ukrainien. men sitting Et next j'arrive to dans the un village, houses, and il y a des hommes they en were costume wearing noir, black three-piece en chapeau de suits and forme, black dans un cylinder village. hats. I Et asked, je demande, are c'est they des some kind of artistes? entertainers? Non, c'est I pas was des, told, c'est pas des no, artistes, they were not c'est des hongrois. entertainers, they're Hungarians. Et je dis, mais They pourquoi, said, qu'est-ce qu'ils font? what are they doing here? Et on m'a dit, What non, do you c'est leur mean? terre, c'est leur This terre is their historique. land, they live Toutes here. les appellations This was during the Soviet time in the 1980s. sont à They l'époque preserved the soviétique, dans les Hungarian années language, 80, Hungarian names, and ils all avaient their conservé national leur langue, costumes. They leur are costume Hungarians, and national, they feel themselves ils to étaient be des Hongrois, Hungarians. ils se sentaient And of Hongrois. course, when now there is an infringement, Et Well, bien sûr, that is, and there's a lot of that, though. I think Il many y a beaucoup nations are upset about de Transylvania as nations well. en Transylvanie également. But many nations feel Et beaucoup frustrated de by the nations ont redrawn été borders of frustrées the wars of the 20th du century. retrait And wars going back 1,000 years, the ones that you de leurs mentioned. frontières, donc de The fact mouvement is des that frontières. Et le you fait est didn't que make this case in public until 2 years ago, vous n'avez February. pas And in rendu the tout case cela that you public made, which I jusqu'à il y a read 2 ans. today, Pourquoi? you explain at great length that you Vous felt a avez physical threat from the West, expliqué NATO, en long et en including large, potentially a vous avez nuclear parlé threat, de and la that's what menace got de you l'Occident. to move. Is that a fair characterization of what you said? Et donc, est-ce qu'il y a une caractérisation de ce que vous avez dit? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? alors, si je vous ai bien compris, c'est que I understand that my long speeches probably fall outside of comprends the genre of the que interview. mes longs dialogues That is why I asked you sont at the peut-être pas dans le beginning. genre Are we d'interview. going to Et have que a serious talk c'est pour or ça que a je vous ai show? demandé au début si on avait une You discussion said sérieuse. a serious talk. Vous avez dit que c'était une So, discussion bear sérieuse, with me, donc please. vous vexez pas contre moi. We're coming to the point where the Soviet Ukraine was On arrive established. au moment où l'Ukraine Then, in soviétique a été créée. 1991, the Soviet Union collapsed, Et ensuite, and en everything that 1991, Russia had l'effondrement generously de bestowed l'URSS. on Et Ukraine tout was ce dragged qu'a away by reçu the de latter. la Russie, l'Ukraine, I'm coming to a elle l'a very emporté. important point of today's agenda. Et j'arrive ici à un moment très important qui After correspond all, à the aujourd'hui, collapse of the Soviet Union was effectively C'est l'effondrement de initiated by the l'URSS Russian leadership. qui a été provoqué par les dirigeants. I do de not la understand Russie. what the Russian Je ne leadership sais pas was quelles guided étaient leurs by at the motivations time. à ce But I moment-là, mais je suspect there were suppose several reasons qu'il to y avait think plusieurs everything raisons. would be fine. Ils pensaient probablement que tout allait bien se passer. First, I think that then Le Russian premier leadership élément, c'est believed que that les the dirigeants fundamentals of the russes relationship partaient between Russia du and principe qu'il y avait Ukraine une base were, fondamentale in fact, a des common relations entre la language. Russie et l'Ukraine, More than 90% une langue of the commune, population 90% de la there population spoke parlait russe, il y avait des liens familiaux, Russian. Family ties. une personne sur Every trois third person there had some avec kind de la of famille, il y avait family des liens or friendship d'amitié, ties. Common une culture, culture commune, common history, une histoire commune, finally, common faith, coexistence Une with a religion single commune. state for centuries, and et deeply puis le fait de se trouver dans le même pays depuis des décennies. All of these were so fundamental. Une All économie these elements complètement together make our interdépendante, good relationships donc c'est des inevitable. choses fondamentales. Et tout ça, c'était The à second la base point de ces is a bonnes very relations que important nous avions. one.
Deuxième point, et c'est important, je pense que comme citoyen américain, c'est important que vous entendiez ça. C'est-à-dire que quand l'URSS a cessé d'exister, il n'y avait plus de clivage à caractère idéologique. Et la Russie, volontairement, a choisi de démonter cette URSS en pensant que ce serait compris par le monde dit civilisé, que ce serait un moyen de coopérer. Voilà ce qu'attendait la Russie. Et elle attendait cela des États-Unis et de ce qu'on appelle l'OTAN pris de manière collective. Il y avait des gens intelligents, notamment en Allemagne, Egon Tarr, peut-être que vous connaissez son nom, qui insistait sur des discussions avec les autorités soviétiques et qui disait qu'il faut créer un nouveau système de sécurité en Europe. Il faut réunir l'Allemagne, mais créer un nouveau système avec les États-Unis, le Canada, la Russie, les pays européens, et qu'il ne fallait pas que l'OTAN continue à s'étendre. Il disait s'il y a une extension de l'OTAN vers l'Est, on retrouve la situation de la guerre froide. Personne ne l'a écouté. Et même, et comme on a ça dans les archives, on voit que il a dit « vous ne m'écoutez pas », et à ce moment-là, je ne reviendrai plus, et il s'est fâché. Et donc, tout ce qu'il a dit s'est produit. Et bien sûr, oui, c'est ce qui s'est passé, et vous avez mentionné cela à plusieurs reprises, et je pense que c'est juste. Donc c'est quelque chose de juste. Donc il y aurait pu avoir une bonne relation entre les États-Unis et la Russie. Mais est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les États-Unis ont peur d'une Russie forte? Ils n'ont pas peur d'une Chine forte, par exemple. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour convaincre les politiques? En fait, regardez, l'Occident n'a pas peur d'une Chine, alors que la Chine est bien plus forte que la Russie. On a 150 millions d'habitants en Russie et 1,5 milliard en Chine. La croissance économique en Chine, c'est 5 et quelques % par an. Et ça a même été plus fort à certains endroits. Et pour la Chine, ce n'est pas suffisant. Donc c'est un potentiel. Le potentiel chinois est énorme. C'est la première économie au monde en pouvoir d'achat. C'est un concurrent des États-Unis. Aujourd'hui, on ne va pas parler de dire qui a peur de qui. On ne va pas parler de ces catégories. On va parler de l'optique qu'il y avait en 1991, quand la Russie était prête à avoir des relations fraternelles avec le pays. Et vous nous avez trompés. Je ne dis pas vous personnellement, je dis les États-Unis. Ils avaient promis qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN à l'Est, et pourtant, ça s'est produit à 5 reprises. On a supporté avec patiemment tout ça. On a cherché à discuter. Et on a une économie de marché aussi en bourgeoisie, etc. Et je dirais même plus que j'en ai déjà parlé en public. Il y a eu un moment où il y a un chagrin qui est passé. Et vous vous souvenez que Yeltsin était allé aux États-Unis, il avait parlé au Congrès, il avait dit « God bless America ». Pourquoi il a dit ça? C'était un signal, laissez-nous entrer chez vous. Et quand les événements ont commencé en Yougoslavie, Yeltsin était salué par tout le monde. Mais quand il a levé la voix pour défendre les Serbes, la Russie ne pouvait pas se taire. Je comprends qu'il y avait des processus complexes, mais la Russie ne pouvait pas ne pas lever la voix pour défendre le peuple serbe, qui est un peuple proche de nous. On a la même culture.
Mais on a des relations historiques entre nos deux peuples. Mais ce qui est important, c'est que Yeltsin a manifesté son soutien. Et qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? En infraction au droit international, à la charte de l'ONU, ils ont bombardé Belgrade. Les États-Unis ont sorti ce génie de la lampe. Et qu'est-ce qui a été dit à l'époque? Et ils ont dit que le droit international et la charte de l'ONU étaient vieillis. Mais c'était faux. Ils disaient qu'il faut tout changer. Oui, il y a peut-être des choses qu'il fallait changer, oui, je suis d'accord. Mais pas de cette façon. D'ailleurs, Yeltsin a tout de suite été sali. Il comprenait très bien. Et je vous assure que moi, je suis devenu président en 2000. D'accord, on passe le sujet de la Yougoslavie. Je voulais qu'on restaure de bonnes relations, ouvrir cette porte que la Russie essayait de franchir. Et je l'ai même dit publiquement, d'ailleurs, à une rencontre avec Bill Clinton, ici, dans la pièce voisine. Je lui ai dit, je lui ai posé cette question. Écoute, Bill, et qu'est-ce que tu en penses? Et si la Russie posait la question d'intégrer l'OTAN, est-ce que c'est possible? Et il m'a dit, tu sais, c'est intéressant. Et le soir, plus tard, quand on s'est revus pour le dîner, il m'a dit, j'ai parlé avec mon équipe, c'est pas possible. Vous pouvez lui demander. Il vous confirmera ça dans une interview. Je ne dirais pas ça. Étiez-vous sincère quand vous disiez que vous vouliez rejoindre l'OTAN? Aujourd'hui, c'est possible. Mais rejoindre l'OTAN, moi j'ai posé une question. Est-ce que c'est possible ou pas? J'ai une réponse qui était non. Si j'avais pas été sincère. Mais s'il avait dit oui, est-ce que vous auriez rejoint l'OTAN? S'il avait dit oui, il y aurait eu un processus de rapprochement et finalement, on aurait pu faire quelque chose. Si nous avions vu un vœu sincère de ce côté-là. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Juste pour bien comprendre les raisons, puisque vous avez été assez clair, je comprends bien. Pourquoi pensez-vous que l'Occident est donc en état d'hostilité? Pourquoi y est-il? Quelles sont les raisons? Vous dites que j'ai éprouvé une sorte d'amertume. C'est pas de l'amertume, c'est simplement un constat. On n'est pas fiancés. On va pas se disputer. On a compris qu'on n'est pas attendu. C'est tout. D'accord. Alors, on va construire des relations peut-être autrement, on va chercher des points de convergence. Pourquoi nous avons reçu une réponse aussi négative des dirigeants de l'OTAN? Je peux seulement supposer, peut-être le pays est trop grand, il est particulier, et les États-Unis voyaient comment se résolvaient les questions d'intégration de l'OTAN. Il y a un autre exemple que je vais vous citer ici, qui concerne l'Ukraine. Les dirigeants ukrainiens ont exercé des pressions, et même s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas, les dirigeants ukrainiens disent oui. Et moi, ce que je veux dire, ce qui s'est passé en 2008 en Ukraine, alors que c'est discuté, déjà, c'est rien de nouveau ici pour nous. Mais après, nous avons tenté d'établir des relations de manière diverse. Il y a eu des opérations au Proche-Orient, en Irak. Nous essayons d'avoir des relations normales avec les États-Unis. J'ai souvent posé la question de savoir pourquoi. J'ai demandé que les États-Unis ne soutiennent pas le séparatisme, le terrorisme, notamment dans le Caucase du Nord. Mais ils continuent à le faire. Et il y avait un soutien politique, médiatique, financier, militaire même, des États-Unis et de leurs satellites aux groupements terroristes dans le Caucase. Et j'en ai parlé avec mon collègue américain.
Il m'a dit, c'est pas possible, tu as des preuves. J'ai dit oui, des preuves j'en ai. J'étais prêt à cette discussion. Je lui ai donné ces documents. Il a regardé, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, excuse-moi, je cite. Avec ça, je vais m'essuyer le derrière. Donc on a attendu des réponses. Il n'y avait pas de réponse. Je lui ai dit au directeur du FSB, mais écrit au CIA, dis-leur, est-ce qu'il y a une discussion avec le président? On essaie une fois, deux fois, et ensuite on a eu la réponse. La réponse, elle est dans les archives. On a eu la réponse de la CIA. C'est une opposition, nous soutenons l'opposition en Russie et nous allons continuer à travailler avec l'opposition en Russie. Bon, d'accord, ok. On a compris qu'il n'y aura pas de discussion. Les forces en opposition avec vous, pensez-vous qu'elles veulent... Oui, l'opposition. En l'occurrence, c'était les séparatistes qui faisaient la guerre contre nous. Dans le Caucase, il s'agissait de ça. Ils appelaient ça l'opposition. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est très important, c'est le moment de la mise en place de la défense antimissile américaine. Pendant longtemps, nous avons cherché à convaincre les États-Unis de ne pas faire cela. De plus, après que j'ai été invité par Bush père chez lui aux États-Unis, on a eu une discussion importante avec le président Bush, avec son équipe. J'ai proposé que les États-Unis, la Russie, l'Europe créent un système unifié de défense antimissile qui, comme on le dirait, serait contre les systèmes unilatéraux qui sont contre notre sécurité. Et donc, ça avait été dit que ça avait été contre la menace suscitée par l'Iran. C'était le prétexte principal de la mise en place de cette défense antimissile. Et moi, j'ai proposé qu'on travaille ensemble, États-Unis, Russie, Europe. Ils ont dit c'est très intéressant. On m'a demandé, tu étais sérieux dans ce que tu dis? Pourquoi ça ne s'est pas fait? It is easy to find out on the internet. When I was in the USA at the invitation of Bush Senior. Quand j'étais aux États-Unis à l'invitation de Bush père. Mais on peut même je peux vous dire, c'était très intéressant. On dit, imaginez si on travaille ensemble, si on fait ce système de défense et de sécurité ensemble, le monde va changer. On aura des discussions sur le plan économique, politique, mais en tout cas, nous allons changer radicalement la situation dans le monde. Et on m'a dit, t'es sérieux dans ce que tu dis? Je dis oui, bien sûr, on va réfléchir. Je dis, mais d'accord, on y va. Et dans ce cabinet, dans cette pièce où nous discutons, on a eu la visite de Robert Gates, l'ancien patron de la CIA, et Condoleezza Rice, secrétaire d'État, ici, derrière cette table, là-bas. Il y avait moi, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense de notre côté, et ils m'ont dit oui. Nous avons réfléchi, nous sommes d'accord. Vous avez décrit deux fois le président des États-Unis comme prenant des décisions et ensuite avoir l'herbe coupée sous les pieds par ces agences de renseignement. Donc, est-ce que ça nous donne un peu une idée de ceux qui sont élus? Oui, c'est précisément ce qui s'est passé. Au final, on nous a envoyé paître. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je considère que ce n'est pas convenable. C'était quand même des discussions confidentielles. Mais ce qui est certain, c'est que ça a eu lieu, cette discussion. Et à l'époque, j'avais dit, écoutez, à ce moment-là, nous allons proposer un système de riposte avec des systèmes hypersoniques. Et c'est ce que nous faisons, pas contre vous, mais vous faites ce que vous voulez. Nous partons du principe que ce n'est pas contre vous, contre les États-Unis. D'accord. Et nous avons créé nos systèmes d'armes hypersoniques, intercontinentaux, et que nous continuons à les développer. Et aujourd'hui, nous avons progressé, nous avons dépassé
tous les autres pays au monde, les États-Unis et les autres. Et nous sommes en perfectionnement chaque jour. Mais nous avons proposé autre chose, mais on nous a rejeté. Maintenant, en ce qui concerne l'extension de l'OTAN à l'Est, on nous avait dit que l'OTAN ne progresserait pas d'1 pouce vers l'Est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 5 vagues. Et après, on nous a dit, c'est pas fixé sur le papier, donc on va continuer à s'étendre. 5 vagues consécutives. Les pays baltes, toute l'Europe centrale et orientale, etc. Et maintenant, on arrive au point principal, l'Ukraine. En 2008, au sommet de Bucarest, il a été déclaré par l'OTAN que les portes étaient ouvertes à l'Ukraine et à la Géorgie. Et maintenant, donc comment les décisions sont prises? La France, l'Allemagne n'étaient pas contre. Après, il y avait les autres. Et après, on a compris que le président Bush, un homme politique fort, il a fait pression sur eux, c'est eux qui nous l'ont dit. Ils ont dit, après, on était obligés d'être d'accord. Ah, c'est drôle. Et les garanties, elles sont où? C'est quoi? C'est la cour d'école. Qui est avec qui? Et alors, oui, mais ils ont fait pression sur nous, etc. Et après, on nous dit, mais l'Ukraine ne va pas faire partie de l'OTAN. Moi, je dis, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que vous êtes mis d'accord en 2008. Et pourquoi vous ne feriez pas à l'avenir? Alors, ils disaient, mais à l'époque, ils avaient fait pression sur nous. Et alors, pourquoi à l'avenir, ils ne feraient pas pression sur vous encore? Donc, c'est n'importe quoi. Avec qui on peut parler? Nous sommes prêts à la discussion. Mais avec qui? Où sont les garanties? Donc ils ont commencé à prendre le territoire de l'Ukraine. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, les relations avec la Russie. Là-bas, une personne sur 2 sur 3 a des relations de famille avec la Russie. Et quand l'Ukraine a vu sa déclaration d'indépendance, elle a été dit que c'était un pays neutre. D'ailleurs, c'est écrit dans les textes. Et en 2008, on dit que les portes sont ouvertes vers l'OTAN. Donc ça nous fait un cinéma intéressant. C'est pas l'accord qui avait été conclu. Et donc, les présidents qui se sont succédés en Ukraine s'appuyaient sur l'électorat qui était toujours plus ou moins bien disposé envers la Russie. Le sud-est de l'Ukraine, il y a vraiment beaucoup de gens. Et modifier cet électorat aurait été très compliqué. Donc Viktor Yanukovych est arrivé au pouvoir. C'est intéressant. La première fois, il a remporté l'élection contre le président Kouchma. Et donc on a installé on a organisé un 3e tour des élections, ce qui n'est absolument pas constitutionnel. C'est un coup d'État. Et donc s'il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas, c'était avant 2014. Après le président Kouchma, il y a Yanukovych qui a remporté les élections, mais ses opposants ne reconnaissaient pas sa victoire. Et donc les États-Unis ont soutenu l'opposition. Ils ont organisé un 3e tour des élections. C'est quoi ça? C'est un coup d'État soutenu par les États-Unis. Et à l'issue du 3e tour, vous imaginez, les États-Unis, comme ils n'étaient pas contents de quelque chose, ils ont organisé un 3e tour qui n'est pas prévu par la Constitution. Mais, en tout cas, et en Ukraine, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont installé Viktor Yushchenko, qui était pro-occidental. D'accord. Bon, on a établi des relations avec lui. Il est venu à Moscou en visite. Nous sommes allés à Kiev. Moi, j'y suis allé. On a eu des rencontres informelles. Pro-occidental, d'accord. L'essentiel, c'est qu'il travaille. La situation devait se développer en Ukraine, dans l'Ukraine elle-même, de façon indépendante. Mais après son gouvernement, la situation s'est dégradée. Et Yanukovych est parvenu au pouvoir. Bon, c'est peut-être pas le meilleur président, c'est pas à moi de juger, mais la question s'est posée de l'association avec l'Union européenne. Nous étions toujours loyaux sur ce plan, mais quand nous avons lu le traité d'association, nous avons vu que c'était une catastrophe pour nous, parce que nous avions des échanges commerciaux avec l'Ukraine.
et nous avions des frontières ouvertes. Et à ce moment-là, l'Ukraine devait ouvrir ses frontières à l'Union européenne. Et donc il y avait une question ici de frontières. Et Yanukovych a commencé à calculer les gains et les pertes pour l'Ukraine avec ses partenaires européens. Il a décidé de réfléchir encore. Et tout de suite, les actions destructives de la part de l'opposition, soutenues par l'Occident, ont commencé. Ça a débouché sur le Maïdan, avec le coup d'État. Il faisait davantage de commerce avec la Russie qu'avec l'Ukraine, en fait. Mais l'Ukraine, bien sûr, travaillait beaucoup plus avec la Russie. C'est même pas une question de volume d'échange. C'est plutôt une question de lien, de coopération. Toute l'économie ukrainienne était liée à l'économie russe. Il y avait des relations qui dataient de l'époque soviétique. Une entreprise fabriquait quelque chose pour des éléments qui étaient assemblés dans l'autre pays, et inversement. Donc il y avait des relations qui étaient très étroites. Donc il y a eu le coup d'État. Je ne vais pas entrer dans les détails ici sur le rôle des États-Unis, ça me paraît inconvenant, mais en tout cas il a été dit par les États-Unis. Calmer Yanukovych et nous calmerons l'opposition. D'accord, on va trouver une solution de règlement, c'est ce qu'on va faire. Yanukovych n'a jamais utilisé ni la police ni la force, mais l'opposition armée a procédé à un coup d'État. Alors comment comprendre ça? Ils sont qui, eux? C'est la question que je vais poser aux dirigeants américains. Mais c'était le soutien de la CIA, évidemment. Une organisation où, si j'ai bien compris, vous-même, vous vouliez travailler à une époque. Peut-être heureusement qu'ils vous ont pas pris, pourtant c'est des gens sérieux. C'est mes anciens collègues. Je veux dire que j'ai travaillé au premier département du renseignement soviétique. Ils étaient nos opposants toujours. Mais le travail, c'est le travail. Sur le plan technique, ils ont tout fait correctement. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont obtenu le pouvoir. Mais sur le plan politique, c'est une erreur colossale. Ici, bien sûr, les dirigeants politiques ont mal calculé. Ils n'ont pas vu ce à quoi ça allait mener. Donc, en 2008, on ouvrait les portes de l'OTAN à l'Ukraine. En 2014, le coup d'État. Et ceux qui n'ont pas reconnu ce coup d'État ont commencé à être poursuivis. Ça a commencé en Crimée. Et nous avons pris la Crimée sous notre protection. Et dans le Donbass, en 2014, l'aviation, l'artillerie ont commencé à bombarder des civils. Et c'est par ça que ça a commencé. Il y a des vidéos où on voit que des avions bombardent des civils. Et donc une opération militaire d'envergure a été envoyée, qui a été un échec. On a envoyé une autre opération qui a été aussi un nouvel échec. Et tout ça sur une prise de territoire sur le plan militaire. Et l'extension de l'OTAN. Et comment ne pas être préoccupé en voyant ça? De notre côté, ça aurait été une insouciance criminelle. Donc, les autorités politiques américaines nous ont forcés à ça. Ça aurait été destructeur pour la Russie elle-même. Nous étions obligés de réagir. On ne pouvait pas abandonner ces gens qui partageaient notre point de vue, et même c'était 8 ans avant que le conflit ait commencé. Et qu'est-ce qui a déclenché pour vous? Quel est le moment où vous avez senti que vous deviez faire ça? Ce qui a provoqué cela, c'est le coup d'État en Ukraine. D'ailleurs, il y a eu des représentants de 3 pays européens qui sont venus, de l'Allemagne, de la Pologne, de la France. Ils se sont présentés comme garants, c'est-à-dire qu'ils ont apposé leur signature avec Yanukovych et l'opposition. Ils ont signé en tant que garants, et malgré cela, l'opposition a procédé à un coup d'État, et ces pays occidentaux ont fait semblant d'oublier qu'ils étaient les garants d'un règlement pacifique. Ils ont jeté tout ça, ils ont tout oublié.
Je ne sais pas ce qu'on sait aux États-Unis sur cet accord entre le dirigeant et l'opposition et les trois garants. Donc il était question de restaurer le processus politique. Mais en fait, il n'y avait aucun sens de faire un coup d'État parce que le président Yanukovych était déjà d'accord pour tout. Il était d'accord pour les élections où il n'avait aucune chance d'être réélu. Tout le monde le savait. Alors pourquoi faire un coup d'État? Pourquoi avoir créé cette menace pour la Crimée? Pouvoir commencer ce génocide dans le Donbass? Je ne comprends pas. Et ici, il y a un mauvais calcul. La CIA a mené ce coup d'État et même un des adjoints du secrétaire d'État avait dit que ça avait coûté 5 milliards de dollars à les États-Unis. Mais c'est une erreur politique colossale. Pourquoi avoir fait tout cela? C'est la même chose. La même chose aurait pu être faite de façon légale, sans aucune victime, sans aucune opération militaire, sans la prise de la Crimée. On n'aurait pas bougé le petit doigt. S'il y avait eu ces éléments sanglants du Maïdan, nous n'aurions jamais eu ça à l'esprit. Mais nous étions d'accord qu'après la chute de l'URSS, oui, il y aurait des frontières entre nos pays, mais l'adhésion à l'OTAN, non. Nous n'étions jamais d'accord que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, qu'il y ait des bases de l'OTAN, sans aucune discussion avec nous. Et alors, pendant une dizaine d'années, nous avons dit « ne faites pas ». Et l'élément provocateur, c'est que les dirigeants ukrainiens ont dit qu'ils n'allaient pas appliquer les accords de Minsk, qui avaient été signés, comme vous le savez, en 2014 à Minsk, où il y avait un plan de règlement pacifique pour le Donbass, et les dirigeants ukrainiens, le ministre des Affaires étrangères et d'autres personnages, puis le président lui-même, ont dit que rien ne leur plaît dans les accords de Minsk. En d'autres termes, ils n'avaient aucune intention de respecter ces accords. Et les anciens dirigeants d'Allemagne, de France, ont dit, il y a 1 an et demi, ouvertement, au monde entier, ils ont dit qu'ils n'avaient aucune intention de respecter les accords de Minsk. Est-ce que vous avez parlé, donc le président des États-Unis pour lui demander pourquoi il continue de militariser l'Ukraine? Est-ce que c'était un acte? J'avais dit que si il respectait les engagements, nous n'avons pas cessé de répéter cela, de le dire aux États-Unis, aux pays occidentaux, qu'il fallait cesser ce processus immédiatement et respecter les accords de Minsk. Mais moi, j'étais prêt à réfléchir. Donc c'est une situation difficile pour l'Ukraine dans ces accords, parce qu'il y a la question de l'indépendance du Donbass et d'autres territoires, mais j'étais convaincu absolument, je considère sincèrement que la population du Donbass, s'il fallait les convaincre de revenir dans la structure de l'État de l'Ukraine, petit à petit, les plaies auraient été pansées. Il aurait été possible de revenir dans ce processus avec le paiement des retraites, des allocations sociales, etc., et que petit à petit les choses se restaureraient. Mais non, les personnes ne le voulaient. Tous voulaient l'usage de la force militaire. Et ça, on ne pouvait pas le permettre. Et tout est allé jusqu'à cette situation où l'Ukraine a dit non, on ne fera rien des accords de Minsk, on va agir militairement. La guerre, c'est eux qui l'ont commencé en 2014. Notre objectif est de cesser cette guerre. Ce n'est pas eux qui nous l'avons lancée en 2014. Pensez-vous que vous l'avez arrêté maintenant? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs?
Non, pas encore. Nos objectifs n'ont pas encore été atteints parce qu'un de nos objectifs, c'est la dénazification. Ce que je veux dire, c'est l'interdiction de tout mouvement néo-nazi. Et c'est un des problèmes que nous avons discuté au cours du règlement de paix à Istanbul l'année dernière. And it was not our initiative because we were told by the Europeans in particular that it was ce processus a été interrompu, pas par notre initiative, mais les Européens disaient qu'il faut réunir les conditions pour la signature d'un document. Et mes collègues en France, en Allemagne, disaient « Comment tu t'imagines signer un accord sous la menace des pistolets braqués sur la tempe ?» D'accord, on retire nos troupes de Kiev. Et dès que nous avons retiré nos troupes de Kiev, tout de suite, les négociateurs ukrainiens ont jeté à la poubelle les accords et ils se sont préparés à une longue opposition militaire avec le soutien des États-Unis de leurs satellites européens. Voilà comment la situation a évolué et telle qu'elle est aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que la dénazification? Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est ce que je veux vous expliquer. C'est une question très importante. La dénazification. Après la déclaration de l'indépendance, l'Ukraine a cherché ce qu'on appelle en Occident l'identité nationale. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de choisir comme pierre de touche de faux héros qui avaient collaboré avec Hitler. J'ai déjà dit qu'au début du XIXe siècle, quand il y a eu les premiers théoriciens de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine, ils partaient du principe qu'une Ukraine indépendante doit avoir de bonnes relations avec la Russie. L'évolution historique a fait que quand ces territoires étaient sous l'autorité polonaise, les Ukrainiens ont vu leur identité répressée de façon cruelle et c'est resté dans la mémoire. Et au début de la Deuxième Guerre mondiale, donc il y avait l'élite très extrémiste qui a commencé à négocier, à collaborer avec Hitler. Ils pensaient qu'Hitler leur apporterait la liberté. Les troupes allemandes, et en particulier les troupes SS, laissaient le sale travail d'extermination des Polonais, des Juifs, aux collaborationnistes qui collaboraient avec Hitler. De là, ces répressions contre les Polonais, les Juifs et les Russes aussi. Et donc, dirigés par des personnages qu'on connaît, ce sont Bandera, Shushkevich. C'est eux qui ont été proclamés héros nationaux. C'est là qu'est le problème. Et quand on nous dit toujours le nationalisme, le néonazisme existe dans d'autres pays. Oui, il y a des racines, mais elles sont réprimées dans les autres pays. Et pas en Ukraine. Et on en a fait des héros nationaux. On leur dresse des monuments. Les troupes, les foules défilent avec des flambeaux en criant leur nom. Ce sont ces gens qui ont éliminé des Polonais, des Juifs, des Russes. Donc cette pratique, cette théorie doit être déracinée. Toute nation grandit, je dirais que c'est une part de la population, une part de la société. Il y a une part ils sont une part du peuple, ils disent non, nous sommes un peuple séparé. D'accord. Si vous considérez comme séparé. Est-ce que vous satisferez des territoires que vous avez actuellement?
Mais je vais terminer. Vous avez posé votre question sur la dénazification. Donc il y a le président ukrainien qui est venu au Canada. C'est connu, mais c'est un peu tu dans les pays occidentaux. Et il a été présenté au Parlement canadien un personnage qui, dit-on, avait fait la guerre contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, luttait contre la Russie. C'était Hitler et les troupes nazies. Et justement, ce gars, on a découvert qu'il avait combattu dans les troupes SS et participé au massacre de Russes, de Polonais, de Juifs. Et il avait fait ce sale travail, justement. Et le président ukrainien s'est levé avec tout le Parlement au Canada et a applaudi sincèrement ce personnage. Comment peut-on... Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? L'Allemagne nazie n'existe plus, ce sont des histoires d'il y a 80 ans. Je pense que... est-ce que vous voulez contrôler le nationalisme ukrainien? Mais comment? Écoutez-moi bien. Votre question, elle est délicate. Mais je veux dire franchement, ne vous vexez pas. Bien sûr. Alors votre question, elle semble délicate. En réalité, elle est répugnante. Vous dites, Hitler est mort depuis 80 ans, mais sa cause vit toujours. Et les gens qui ont éliminé les Russes, les Polonais, les Juifs, ils sont vivants. Et le président en exercice applaudit quelqu'un qui a fait cela. Il l'applaudit debout. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment extirpé cette idéologie? Si ce qu'on voit se produit aujourd'hui, c'est ça la dénazification dans notre optique, c'est-à-dire se débarrasser de ces gens qui mettent cette idée en théorie et en pratique. C'est ça la dénazification. Ma question est très particulière. Il ne s'agit pas de défendre le nazisme ou de quelque manière que ce soit. C'est une question pratique. Vous ne contrôlez pas le pays, ne vous contrôlez pas. Donc, comment réussirez-vous à éliminer une culture ou une idéologie ou des sentiments liés à l'histoire dans un pays que vous ne contrôlez pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, ça vous paraît pas bizarre qu'au cours des discussions, des négociations à Istanbul, on s'était mis d'accord sur le fait que c'est inscrit sur le papier qu'il n'y aurait pas de néonazisme en Ukraine, qu'il serait interdit au niveau législatif. Monsieur Carlson, on s'est mis d'accord là-dessus. Au cours des négociations, il n'y a rien d'humiliant ici pour l'Ukraine, pour un État contemporain. Est-ce qu'un État aujourd'hui peut propagander le nazisme? Non. Est-ce qu'il y aura des pourparlers pour résoudre le conflit et des pourparlers de paix? Il y a eu des discussions, on est allé jusqu'à un niveau avancé de validation, mais ces négociations étaient presque achevées, et après que nous avons retiré nos troupes de Kiev, l'autre partie, l'Ukraine, a jeté tous ces accords et s'est mis sous les ordres des États-Unis, des pays occidentaux, avec pour optique de la victoire sur la Russie. Et de plus, le président ukrainien a signé un décret qui l'empêche, lui et tous les autres, de négocier avec la Russie. Alors comment mener des discussions si lui-même s'interdit, il interdit aux autres de le faire? Nous savons
qu'il promeut des idées de règlement, mais pour se mettre d'accord, il faut quand même avoir un dialogue, n'est-ce pas? Mais vous ne parlerez pas au président ukrainien, vous ne parlez pas au président américain non plus. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à Joe Biden? Je ne sais plus quand je parle avec lui. Ah bon, vous vous souvenez plus? Je me souvenir de tout, j'ai suffisamment à faire. Mais il finance la guerre qui a lieu actuellement. Oui, il finance cette guerre, mais quand j'ai discuté avec lui, c'était avant le début de l'opération militaire spéciale. Et d'ailleurs, je lui avais dit ouvertement, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne le fais jamais, mais je lui avais dit, je considère que vous commettez une erreur réellement historique en soutenant tout ce qui se produit là-bas en Ukraine et en repoussant la Russie. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Je lui ai dit plusieurs fois, ce ne serait pas convenable d'entrer dans les détails. Si vous voulez savoir, demandez-lui. C'est vous, le citoyen des États-Unis. Vous n'avez pas parlé avec lui depuis février 2022? Non, depuis, nous n'avons pas discuté. Mais nous avons des contacts, vous vous souvenez d'ailleurs? Je vous avais parlé de ma proposition de travailler ensemble sur le système de défense antimissile. Oui. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont participé. Ils sont en bonne santé, ils sont vivants. L'ancien président, Condoleezza Rice, elle est en bonne santé. Et M. Gates aussi. Et le directeur de la CIA actuel, M. Burns, qui était en plus ambassadeur en Russie, qui est un très bon ambassadeur. Tous ces gens-là étaient témoins de ces discussions. Interrogez-les. C'est la même chose ici. Si vous voulez savoir ce que m'a répondu le président Biden, demandez-lui. Oui, je le ferai, mais de l'extérieur, il semble que la manière dont évoluent les choses, dans un conflit où il y a un risque nucléaire, pourquoi n'appelez-vous pas M. Biden et pour lui dire arrêtons? Alors oui, il faudrait discuter avec lui. C'est très simple. Je le répète, nous avons des contacts au niveau de certains services, je dirais même que nous parlons de cela et nous faisons savoir nos positions aux dirigeants américains. Et si vous voulez vraiment arrêter les combats, il faut cesser les livraisons d'armes. En quelques semaines, tout peut être arrêté, c'est tout. Et à ce moment-là, on peut se mettre d'accord sur telle ou telle condition. Mais arrêtez-les. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Et quels sont les messages? Vous voulez livrer des armements à l'Ukraine. Mais je dis, arrêtez de livrer, c'est ça. Parlez de quoi sinon? Pensez-vous que l'OTAN est préoccupée par le fait que ça devienne un conflit mondial, un conflit nucléaire? En tout cas, ils ne parlent pas de cela. Ils essaient de se limiter à cette question de menace imaginaire provenant de la Russie. Il y a des gens importants, intelligents, qui comprennent très bien. La menace à laquelle vous vous référez est l'invasion russe de la Pologne ou l'expansion, disons. Est-ce que vous pouvez imaginer un scénario où vous diriez la Russie doit entrer en Pologne? Dans un seul cas. Si de la part de la Pologne, il y a une attaque contre la Russie. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun intérêt là-bas, ni en Pologne, ni en Lituanie, ni en Lettonie, nous n'avons aucun intérêt là-bas. Non, l'argument, je sais que vous le savez, c'est qu'on dit, voilà, il a envahi l'Ukraine et donc il a des visées territoriales sur l'ensemble du continent et vous dites clairement que non.
It is absolutely out of the question. C'est totalement You exclu. just don't have to be any kind of analyst. It goes against common Il n'y a pas sense to besoin get d'être involved in some kind of a global un war. spécialiste. Ça va à l'encontre du bon sens. Ce serait une guerre And a mondiale dans ce global cas, war will bring all Une guerre humanity to mondiale the brink of destruction. qui It's menacerait obvious. d'élimination toute l'humanité, c'est There évident. are certainly means of deterrence. They have been scaring Mais il y a des moyens de everyone with dissuasion. us all along. Tomorrow, Russia will use tactical C'est nuclear tous ces weapons. épouvantails. Tomorrow, Russia will On use disait que that. si la Russie utilise No, the day after l'arme nucléaire tomorrow. tactique, So what? et alors? In order to extort additional C'est money from US un éventail taxpayers and European épouvantail pour taxpayers in the les confrontation citoyens with américains, Russia pour les in the contribuables Ukrainian américains, theater of war. pour donner plus The d'argent goal is to pour weaken lutter contre Russia la as much as Russie, possible. pour les hostilités, One of, pour our affaiblir la senior Russie. United States senators from the L'un New York des Chuck Schumer sénateurs, M. said Chuck Schumer, un sénateur américain, a dit, je crois que c'était hier, il a dit nous devons continuer de financer les efforts en Ukraine où les États-Unis, les soldats américains, les citoyens américains risquent de devoir aller sur place se battre. Это провокация. This is a provocation, and a cheap provocation at that. C'est de la I do provocation. not understand why La American provocation soldiers should bon fight in marché. Ukraine. They are Je ne mercenaries comprends pas from the pourquoi les United States soldats there. américains devraient combattre en Ukraine. Il y a déjà un nombre considérable de mercenaires. En premier lieu de Pologne, deuxième point, en deuxième place des États-Unis, ensuite de la Géorgie. Donc, et si vous avez le souhait d'envoyer des troupes régulières, évidemment, on est à la limite d'un conflit très très grave mondial, c'est évident. Do the United States need this? What for? Les États-Unis ont besoin de ça? Thousands of miles À quoi bon? away from your À national des milliers de territory. kilomètres du territoire national? Vous n'avez rien d'autre à Don't you faire. have anything better to do? Vous avez plein de problèmes à la frontière déjà, des You problèmes have issues d'immigration, on the border, des problèmes issues de with dette migration, issues with the nationale. national debt. More than 33 $33 milliers trillion. de milliards de dollars. You have nothing better Pourquoi? to do, so you Pourquoi should fight combattre in en Ukraine? Ukraine. C'est pas mieux de se mettre d'accord avec la Russie, de se Wouldn't it mettre be d'accord better to en negotiate comprenant la with situation Russia? Make an agreement, qui se already présente aujourd'hui, en understanding comprenant the que la Russie situation that is developing va today, défendre ses intérêts jusqu'au realizing bout, that Russia will fight for its en interests to the end. comprenant en même temps revenir au bon And sens, realizing this, actually commencer return to common à sense, start avoir du respecting respect our pour notre country and pays its interests, envers ses and look for intérêts certain et chercher des solutions. solutions. Cela me paraît beaucoup plus It seems intelligent to et me beaucoup that plus this is rationnel. much smarter and more rational. Who blew up Nord Stream? Qui a fait exploser Nord Stream? You for sure. Vous, bien sûr. I was busy that day. Nate, do you have Non, j'étais occupé ce jour-là. blow up Nord Stream? Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби. У вас лично. Oui, personnellement, You personally Oui, may vous have aviez an un alibi, alibi. but the CIA has no such mais alibi. la CIA, Do you have Elle n'a pas evidence d'alibi that pareil. NATO or the CIA did it? Mais est-ce que vous comprenez pourquoi? Знаете, You know, I won't get into details, but people always savez, say in such cases, je ne vais pas entrer dans for les someone détails, who is interested. mais on dit toujours dans But ces in cas-là, this case, we should not only look à for qui profite someone le who is crime. interested, but En also l'occurrence, for ici, someone vous who has ne cherchez pas celui à capabilities. qui le crime Because there may profite, be many mais people celui qui interested, peut but le not faire. all of them are Parce que capable of celui sinking qui to est the bottom of intéressé, the Baltic il Sea peut y avoir beaucoup de and personnes qui sont carrying intéressées. out this Aussi, explosion. il faut être capable d'aller au fond de la mer These two Baltique components should be connected. et Who is réaliser une telle interested explosion. and who is Donc ces capable deux of éléments, doing ils it. doivent être But I'm liés. confused. Qui est I mean, that's the intéressé et biggest qui peut Je le peux faire. bien industrial comprendre, parce que donc terrorism c'est ever. le premier acte de l'histoire en matière de terrorisme industriel. Et si vous avez des preuves, et probablement vous avez des services de renseignement, de sécurité, que l'OTAN et les États-Unis l'ont fait, pourquoi vous ne le présenteriez pas comme une victoire de la propagande? в войне пропаганды очень сложно. In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the C'est très United difficile States. de vaincre les États-Unis dans la guerre de la propagande parce que les États-Unis contrôlent tous les médias internationaux et beaucoup de médias européens. Et le bénéficiaire final des médias européens, ce sont des fonds américains. Vous ne savez pas ça. Donc, on peut faire ce travail, mais il vaut mieux préserver sa santé. On peut exposer ses sources d'information
et sans avoir de résultats. Tout le monde a très bien compris ce qui s'est passé. Les analystes américains le disent eux-mêmes, directement. Oui, d'accord. Mais j'ai une question à laquelle vous avez travaillé en Allemagne, et ça, comme on le sait, les Allemands savent clairement que ce sont leurs partenaires de l'OTAN qui ont fait ça, et que ça affecte considérablement leur économie. Et pourquoi ne disent-ils rien? Pour moi, je trouve ça extrêmement troublant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Moi aussi, ça m'étonne. Aujourd'hui, les dirigeants allemands ne suivent pas les intérêts nationaux, ils suivent les intérêts des pays occidentaux pris d'une manière collective. Autrement, c'est difficile d'expliquer la logique de leurs actions ou de leur inaction. Mais ce n'est pas seulement Nord Stream 1. Nord Stream 2 a été aussi abîmé, mais il reste encore une conduite en bon état par laquelle on peut faire circuler du gaz. Mais l'Allemagne ne l'ouvre pas. Nous, on est prêts. Il y a aussi un autre itinéraire via la Pologne. Yamal Europe, c'est son nom. Et on peut assurer un flux important ici, mais la Pologne l'a fermé. Et donc, mais la Pologne vient picorer dans la main des Allemands. Elle reçoit de l'argent européen et le donneur principal, c'est l'Allemagne justement de ces fonds. Et l'Allemagne nourrit la Pologne à un certain point. Et donc, ils ont fermé cet itinéraire vers l'Allemagne. Pourquoi? Je ne comprends pas. L'Ukraine, où les Allemands livrent des armements et de l'argent, et le deuxième sponsor après les États-Unis pour l'aide financière à l'Ukraine. Il y a deux itinéraires de gazoducs qui circulent par l'Ukraine. Ils en ont fermé un, et bien ouvrez le deuxième et recevez du gaz de Russie. Mais ils ne l'ouvrent pas. Pourquoi les Allemands ne diraient pas, écoutez les gars, on vous donne de l'argent, des armes, tournez la vanne s'il vous plaît, laissez passer le gaz qui vient de Russie, on le paye 3 fois plus cher aujourd'hui, ça casse notre compétitivité, notre économie. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne de l'argent? Alors, laissez-nous exister normalement, gagner sur le plan économique, et c'est ça qui nous permet de vous donner de l'argent. Non, ils ne le font pas. Pourquoi? Posez-leur la question. Ils ont autant de bois dans la tête que sur cette table. La guerre aujourd'hui peut-être divise le monde en 2 hémisphères. Donc j'aimerais que... Est-ce que vous pouvez décrire les blocs d'alliance qui est de chaque côté, pensez-vous? Écoutez, vous avez dit que le monde se divisait en 2 hémisphères. La Terre, la tête aussi est divisée en 2 hémisphères. Il y a une moitié plus créative, une autre plus active, mais c'est une seule tête. Donc il faut que le monde soit uni, que la sécurité soit commune. Et ce n'est pas ce sur quoi compte le milliard d'or. Et alors, à ce moment-là, le monde sera stable, durable et prévisible. Et tant que la tête est divisée en 2 parties, c'est une maladie grave. Et le monde traverse cette période de maladie difficile. Mais j'ai l'impression que grâce aux journalistes honnêtes, on peut avoir un travail. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Un exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que s'agissant du dollar des États-Unis, est-ce que vous pensez que les sanctions pourraient changer le rôle du dollar? Vous savez, c'est une des erreurs stratégiques les plus graves de la part des dirigeants américains, l'utilisation du dollar en tant qu'instrument de lutte politique internationale. Le dollar, c'est la base de la puissance des États-Unis. Et je pense que tout le monde le comprend très bien. On imprime autant de dollars, ils circulent partout dans le monde. L'inflation aux États-Unis, elle est minimum, autant que je sache, 3%, 3,3 à 4%. C'est tout à fait admissible pour les États-Unis.
Et on continue à faire fonctionner la presse à billets. Qu'est-ce que ça signifie 33 milliers de milliards de dollars? C'est de l'émission. En même temps, c'est l'arme principale de préservation de la domination des États-Unis dans le monde. Et les dirigeants politiques ont décidé d'utiliser le dollar en tant qu'instrument de lutte politique. Ils exercent des frappes contre cette puissance américaine. Je ne vais pas utiliser des expressions grossières, mais c'est une erreur grossière. Regardez ce qui se produit dans le monde. Même parmi les alliés des États-Unis, on voit diminuer les réserves en dollars. Tout ce qui se produit aujourd'hui, c'est que les gens cherchent à assurer leur sécurité. Si dans les relations de certains pays, les États-Unis utilisent des mesures de restriction, des blocages de comptes, des blocages d'avoirs, etc., c'est un signal très fort pour l'ensemble du monde. Qu'est-ce qui s'est produit chez nous? Jusqu'en 2022, on avait environ 80% des règlements financiers de commerce extérieur de la Russie qui étaient en dollars et en euros. Et le dollar, c'est à peu près 50% de nos règlements avec les pays tiers. Et aujourd'hui, il n'en reste que 13%. On n'a pas interdit l'utilisation du dollar. C'est pas ça qu'on a cherché. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de limiter nos règlements en dollars. Je considère que c'est n'importe quoi. Vous comprenez, du point de vue des intérêts des États-Unis eux-mêmes, des contribuables américains. Parce que cela cause un dommage à l'économie américaine et sape la puissance des États-Unis dans le monde. D'ailleurs, les règlements en yuan étaient à peu près de 3%. Aujourd'hui, c'est 34%. Nous réglons autant en roubles, 34% aussi, comme en yuan. Pourquoi les États-Unis ont-ils fait cela? Je pense que c'est de la présomption, simplement. Ils pensaient que tout allait s'effondrer, mais rien ne s'est effondré. De plus, regardez, les autres pays, en particulier les pays producteurs de pétrole, commencent à dire, et font dans les faits aussi, des ventes en yuan. Vous comprenez ce qui se produit ou pas? Est-ce que quelqu'un comprend cela aux États-Unis? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous coupez vous-même l'herbe sous le pied. Tous les experts, ils vous diront, s'ils ont un peu de bon sens aux États-Unis, c'est quoi le dollar aux États-Unis? Vous tuez vous-même. Vous tuez vous-même. Oui, je pense que c'est une évaluation juste, mais la question est de qu'est-ce qu'il y aura en Suisse et est-ce qu'il y aura, par exemple, la fracture met en danger l'ensemble du monde par la domination de l'économie chinoise. Il y a également une question de souveraineté. Est-ce que vous êtes inquiet par tout cela? Well, we have heard those boogeyman stories before. It is a boogeyman story. We're neighbors with China. On connaît ces histoires pour faire peur. Ce sont des histoires. Nous sommes voisins avec la Chine. Les voisins, c'est comme les gens de la famille, on ne choisit pas. Mais nous avons des milliers de kilomètres de frontières communes. C'est la première chose. Deuxième point, nous sommes habitués à cette coexistence depuis des siècles. Troisième point, la philosophie de politique extérieure chinoise n'est pas agressive. C'est toujours une recherche de compromis. C'est dans leur mentalité, nous le voyons. Le point suivant, c'est qu'on nous dit toujours, et vous avez essayé justement d'utiliser cet épouvantail sous une forme adoucie, mais en tout cas c'est toujours la même chose. Le volume de coopération avec la Chine augmente. La dynamique de coopération entre la Chine et l'Europe est plus importante que cette coopération entre la Chine et la Fédération de Russie. Demandez aux Européens. Ils n'ont pas peur? Ils ont peut-être peur. En tout cas, le marché chinois
Ils le visent, mais ils sont confrontés à des problèmes économiques et les entreprises chinoises conquièrent les marchés européens. Et donc, il y a trop peu d'entreprises chinoises aux États-Unis. Oui, les décisions politiques sont telles qu'on cherche à limiter la coopération avec la Chine. Monsieur Taka, vous allez à l'encontre de vos intérêts. En limitant la coopération avec la Chine, vous vous causez un dommage. C'est très délicat. Il n'y a pas de solution toute faite ici, comme avec le dollar. Et donc, avant d'adopter des sanctions illégitimes du point de vue de la charte de l'ONU, il faut réfléchir. Et c'est un problème auquel doivent réfléchir les dirigeants. La guerre serait mieux si elle était entre deux alliances en compétition. Que pensez-vous Est-ce que vous pensez que s'il y avait une nouvelle administration après Joe Biden, vous seriez capable de rétablir la communication ? Je vais vous répondre. Pour clore la question précédente, on a 200 milliards de dollars. Nous sommes mis comme objectif, avec mon collègue, le président Xi Jinping, que cette année, nous devions avoir 200 milliards de dollars d'échanges avec la Chine. Nous avons dépassé ce plafond. Nous sommes déjà à 230 milliards. Selon les statistiques chinoises, on est à 240 milliards de dollars. Si on calcule en dollars, c'est notre volume d'échange avec la Chine. Et il y a une chose importante, c'est que cet échange, il est équilibré, il est complémentaire sur le plan des technologies, des recherches scientifiques. Il est équilibré. En ce qui concerne les BRICS, la Russie assure la présidence cette année et les pays des BRICS se développent à un rythme élevé. Regardez, si je me souviens bien, en 1992, il me semble que la part des pays du G7 était de 47%. En 2022, elle est tombée, je crois, aux environs de 30%. La part des pays des BRICS, en 1992, elle était de 16% seulement. Aujourd'hui, elle dépasse celui du G7. Et ce n'est pas lié à des événements en Ukraine. C'est une tendance d'évolution du monde, de développement économique partout, et c'est inévitable. Et ça va se poursuivre. De même que le soleil se lève, on ne peut pas l'empêcher. Il faut s'adapter. Et comment les États-Unis s'adaptent? Par la force. Des sanctions, des pressions, des bombardements, l'usage de la force. Et les gens ne comprennent pas votre élite politique. Le monde évolue de façon objective. Et donc, il faut prendre des décisions appropriées à temps pour suivre le niveau. Excusez-moi, mais si vous voulez avoir un niveau de domination, il y a des actions, des agissements, notamment à l'égard de la Russie et d'autres pays qui finalement vont être contre-productif. Ça devient évident aujourd'hui. Vous m'avez demandé, s'il y a un nouveau dirigeant, qu'est-ce que ça va changer? La question, c'est pas le dirigeant, pas la personnalité d'une personne concrète. J'ai de bonnes relations avec Bush, par exemple. Je sais qu'il a été présenté aux États-Unis comme un plouc qui ne comprend rien. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Je considère qu'à l'égard de la Russie, il a aussi fait beaucoup d'erreurs. Je vous ai parlé de l'année 2008 et de la décision de Bucarest d'ouvrir les portes de l'OTAN à l'Ukraine et ainsi de suite. C'est lui qui a exercé des pressions sur les Européens. Mais dans l'ensemble, sur le plan humain, j'avais de bonnes relations, de très bonnes relations avec lui. Il n'est pas plus stupide que n'importe quel Américain ou Russe, Européen. Je vous assure qu'il comprenait ce qu'il faisait, comme les autres.
Et j'avais aussi des relations personnelles avec Trump. La question, c'est pas la personnalité de l'individu, c'est l'humeur dans laquelle se trouve l'élite. Si la société américaine veut être prête à utiliser la force pour assurer sa domination, ça ne pourra qu'empirer. Et si finalement il y a une prise de conscience que le monde évolue pour des raisons objectives et qu'il faut s'adapter à temps en utilisant les avantages que nous avons aujourd'hui et qui sont préservés aux États-Unis, alors à ce moment-là, quelque chose peut changer. Regardez, l'économie chinoise est devenue la première au monde en matière de parité de pouvoir d'achat. Ils ont dépassé les Américains depuis longtemps. Ensuite, donc, les Indiens, 1,5 milliard d'habitants, le Japon, et ensuite, à la 5e place, la Russie. La Russie, l'an dernier, est devenue la première économie d'Europe, malgré toutes les sanctions et restrictions. C'est normal de votre point de vue? Les sanctions, les restrictions, l'impossibilité d'effectuer des règlements de dollars, le débranchement du système SWIFT, les sanctions contre nos navires qui transportent du pétrole, les sanctions en matière aéronautique, les sanctions dans tous les domaines. Le plus grand nombre de sanctions qui sont adoptées dans le monde le sont contre la Russie. Et nous sommes devenus la première économie du monde pendant ce temps. Les instruments utilisés par les États-Unis sont inefficaces. Il faut réfléchir. Si cette prise de conscience vient chez l'élite, alors à ce moment-là, le chef de l'État agira de façon à satisfaire les électeurs et ceux qui prennent des décisions à différents niveaux. Et alors, quelque chose pourrait changer. Vous décrivez deux systèmes différents. Vous dites que donc les dirigeants ont des personnalités, et puis d'un autre côté, vous dites que c'est l'état d'esprit des élites. Mais quels sont ces centres de pouvoir aux États-Unis? Que pensez-vous? Et qui prend réellement les décisions? Je ne sais pas. L'Amérique est un pays complexe, dans un sens très conservateur, de l'autre côté, qui évolue beaucoup. On a un peu de mal à comprendre tout ça. Qui prend la décision aux élections? Est-ce qu'on peut comprendre quand dans chaque État a sa propre législation, chaque État régule cette question de sa façon et peut écarter quelqu'un des élections au niveau d'un État? Donc c'est un système à deux étages, c'est un peu compliqué à comprendre. Bien sûr, il y a les deux partis qui dominent, les républicains et les démocrates. Et dans le cadre de ce système des partis, les centres qui prennent des décisions, qui les préparent. Ensuite, regardez, à l'égard de la Russie, après l'effondrement de l'URSS, à mon avis, il y a eu une grosse erreur qui a été commise et qui était absolument injustifiée. C'est la politique de pression, l'extension de l'OTAN, le soutien aux séparatistes dans le Caucase, la mise en place de la défense antimissile. Tout cela, ce sont des éléments de pression. Pression, pression, pression. Ensuite, on a attiré l'Ukraine dans l'OTAN. Tout ça, ce sont des pressions, des pressions. Pourquoi? Je pense en particulier que il y a eu des puissances industrielles excessives et alors qu'il y avait la lutte contre l'URSS, il y a beaucoup de centres qui avaient été inventés, de spécialistes qui avaient été formés sur l'URSS et qui ne savaient rien faire d'autre. Et alors ils continuaient, il faut frapper la Russie, il faut essayer de la démolir, créer plusieurs États sur son territoire et diviser pour mieux régner, les utiliser pour mieux lutter contre la Chine. C'est une erreur. Et cette erreur, elle est liée en particulier au potentiel excessif qui restait de ceux qui luttaient contre l'URSS. Il faut se débarrasser de ça. Il faut des forces fraîches, des gens nouveaux qui comprennent, qui regardent l'avenir et qui comprennent ce qui se passe. Regardez, le développement de l'Indonésie, 600 millions d'habitants. Ils vont aller où?
Il faut simplement partir du principe que l'Indonésie elle est déjà dans le club des économies leaders dans le monde. Que ça vous plaise ou pas, nous comprenons bien que aux États-Unis, malgré tous les problèmes économiques, la situation est quand même normale. Il y a une croissance économique normale de 2,5%. Mais si on veut assurer l'avenir, il faut changer l'attitude vis-à-vis de ce qui évolue. Comme j'ai déjà dit, le monde de toute façon, il va changer, indépendamment de la façon dont va se résoudre la situation en Ukraine. Le monde évolue. Les États-Unis eux-mêmes, il y a des experts qui disent eux-mêmes que les États-Unis changent de position dans le monde. La question, c'est comment ça va se produire. Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que ça va se passer en douceur, progressivement? Et ça, ce sont des experts qui ne sont pas anti-américains qui l'écrivent. C'est simplement des gens qui observent l'évolution du monde. C'est tout. Et pour évaluer, adapter la politique, il faut des gens qui réfléchissent, qui regardent l'avenir, qui analysent, qui recommandent et qui donnent des décisions au niveau Je te veux des demander, dirigeants. vous avez dit clairement que l'élargissement de l'OTAN était une violation des promesses qui avaient été faites et une menace contre votre pays. Mais avant, vous avez envoyé des troupes en Ukraine et vous avez... avant, est-ce que vous pensez que c'était un effort pour vous provoquer, pour parvenir à une action militaire? Je le répète encore une fois, nous avons souvent proposé une solution au problème qui est apparu en Ukraine après le coup d'État de 2014, par des moyens pacifiques. Personne ne nous a écoutés. De plus, les dirigeants ukrainiens, qui étaient sous le contrôle total des Américains, a déclaré qu'ils n'allaient pas respecter les accords de Minsk, que rien ne leur plaît dans ces accords et qu'ils continueraient leur activité sur ce territoire. Et parallèlement, on a assisté à une conquête de ces territoires par les structures militaires de l'OTAN, avec la formation de cadres, et donc des bases ont été établies. En Ukraine, une loi a été adoptée pour dire que les Russes ne sont même pas une nation, mais au contraire qu'il y a des lois qui nient ces droits en Ukraine, qui a eu en cadeau ce peuple russe, et on dit que ce n'est pas un peuple titulaire. Ça vous paraît normal? Et tout ça, ensemble, a suscité la décision de mettre fin à cette guerre lancée par les néo-nazis en Ukraine en 2014. Par la force. Pensez-vous que Zelensky a une certaine liberté de négociation? Je ne sais pas. Je ne peux pas juger des détails, mais je pense qu'en tout cas, oui, il y a quelque chose. Son père avait fait la guerre contre les nazis pendant la guerre. Et j'en ai parlé avec lui une fois. Je lui ai dit, Volodya, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu soutiens aujourd'hui les néo-nazis en Ukraine? Quand ton père a lutté contre les nazis, il était sur le front. Je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a répondu. C'est une autre histoire. Je considère que ce n'est pas convenable. En ce qui concerne la liberté de choix, pourquoi pas? Il est venu au pouvoir pour satisfaire les attentes du peuple ukrainien, pour apporter la paix, il l'avait dit. Et c'est ça qui fait qu'il a remporté les élections avec un avantage fort. Mais une fois arrivé au pouvoir, il y a eu deux choses. La première chose, c'est ne pas se disputer avec les néo-nazis et les nationalistes parce qu'ils sont très actifs, très agressifs et on peut s'attendre à tout de leur part. Deuxième plan, les Occidentaux, dirigés par les États-Unis,
le soutient et soutient tous ceux qui luttent contre la Russie. C'est avantageux, c'est plus sûr. Et donc, il a occupé cette position malgré les promesses faites à son peuple de cesser la guerre en Ukraine. Il a trompé ses électeurs. Pensez-vous qu'il avait la liberté, avant 2022, de parler avec vous? Est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Pourquoi pas? Il se considère comme le chef d'État, il a remporté les élections, alors que nous, en Russie, nous considérons que tout ce qui est arrivé après 2014 a pour source de pouvoir un coup d'État. Et donc, dans ce sens, les autorités actuelles sont mauvaises. Et donc, il se reconnaît comme président, il est reconnu comme tel par les États-Unis, par toute l'Europe et le reste du monde. Donc, pourquoi pas? Oui, il peut. Nous avons eu des discussions avec l'Ukraine à Istanbul, on s'était mis d'accord, il le savait. De plus, le chef du groupe de négociation, M. Arachamia, je crois que c'est son nom de famille, dirige toujours un groupe parlementaire du parti du président à la Rada. Il dirige ce groupe parlementaire à la Rada. Donc dans le Parlement du pays, il est toujours là-bas. Il a même apposé sa signature sur le document dont je vous parle. Et ensuite, publiquement, il a déclaré au monde entier, nous étions prêts à signer ce document, mais M. Johnson, à l'époque Premier ministre britannique, il est venu, nous a déconseillé de le faire. Il a dit qu'il valait mieux continuer à lutter contre la Russie. Il nous donnerait tout ce qu'il faudrait pour compenser tout ce que nous aurions perdu dans les combats contre la Russie. Et cette déclaration, elle a été publiée. Il l'a dit publiquement. Est-ce qu'ils peuvent y revenir? Ça, c'est une question. Est-ce qu'ils veulent ou pas? Et ensuite, M. le président ukrainien a signé un décret lui interdisant de mener des négociations. Alors qu'il change ce décret, nous n'avons jamais renoncé à avoir des discussions. Nous n'avons jamais. Ils disent est-ce que la Russie est prête? Mais nous n'avons jamais refusé. Alors qu'il annule son décret et qu'il commence les discussions. On n'a jamais refusé, nous. Et eux, ils ont satisfait la demande de M. Johnson. Il me semble que c'est stupide et tragique. Et comme l'a dit M. Arachamia, nous aurions pu arrêter la guerre il y a 1 an et demi, cesser les combats. Mais les Anglais nous ont dit de ne pas le faire. Et il est où maintenant, M. Johnson? Et la guerre se poursuit. C'est une bonne question. Où pensez-vous qu'il est et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Personne ne sait. Moi, je ne comprends pas. La situation était telle à son moment. Tout le monde avait l'illusion que la Russie pouvait être vaincue sur le champ de bataille. C'était de la présomption, c'était peut-être sincère, mais c'était pas intelligent. Vous avez décrit d'autres connexions entre la Russie et l'Ukraine, les relations, l'Église orthodoxe ou autres. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous êtes un dirigeant chrétien. Et quel effet cela a sur vous? Vous savez, comme je l'ai dit, en 988, le prince Vladimir s'est fait baptiser. Il a baptisé la princesse Olga et ensuite il a baptisé sa droujina, son armée. C'est un processus qui a occupé plusieurs années. On est passé du paganisme au christianisme, ça a occupé beaucoup d'années. Et finalement, l'orthodoxie, le christianisme oriental s'est enraciné dans la conscience du peuple russe et la Russie s'est étendue. Elle a intégré différents peuples qui professent d'autres religions, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme. Et la Russie a toujours respecté ceux qui confessent d'autres religions. C'est une force, c'est très clair.
Et dans toutes les grandes religions mondiales dont je viens parler, qui sont des religions traditionnelles pour la Fédération de Russie, en fait, la thèse principale, les valeurs essentielles sont très similaires, pour ne pas dire qu'elles sont semblables. Et toujours les autorités russes ont toujours eu une attitude respectueuse envers cette culture et la confession des différents peuples au sein de l'Empire russe. Et à mon avis, c'est un gage de sécurité et de développement. Tous ces peuples considèrent la Russie comme leur patrie. Et si par exemple tous les pays, je ne sais pas, en Amérique latine ou en Europe se déplacent, les gens viennent en venant de leur patrie, par exemple dans des pays européens, et ceux qui ont différentes religions en Russie, ils se considèrent en Russie comme dans leur patrie. Ils n'ont pas d'autre patrie. Nous sommes ensemble. C'est une grande famille. Et nos valeurs traditionnelles, elles sont très similaires. Et quand je dis une grande famille, je dis que chacun a sa famille, c'est la base de notre société, et que si nous parlons de la patrie, de la famille, sont liées très concrètement entre elles, c'est la vérité. On ne peut pas assurer un avenir normal pour ses enfants, pour sa famille, si on n'assure pas un avenir stable pour tout le pays, pour toute la patrie. Voilà pourquoi le patriotisme est si développé en Russie. Mais le fait que les religions sont différentes, vous savez, donc la religion chrétienne est non violente, Jésus dit dans l'autre jour, etc. Comment un dirigeant peut être un chrétien et faire la guerre? Comment conciliez-vous cela? C'est facile. Si on parle de la défense de soi-même, de sa famille, de sa patrie, nous n'agressons personne. Comment ont commencé les événements en Ukraine? Ils ont commencé par un coup d'État et le début des opérations militaires dans le Donbass. C'est ça le début. Et nous défendons notre peuple, notre patrie, notre avenir. En ce qui concerne la religion d'une manière générale, vous savez, ce n'est pas seulement les manifestations extérieures, pas seulement le fait d'aller tous les jours à l'église ou de s'incliner à terre. C'est dans le cœur. Et notre culture, elle est orientée vers l'homme. Dostoïevski, qui est très connu en Occident comme génie de la culture russe, de la littérature russe, on a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé de l'âme russe. Alors que la société occidentale est beaucoup plus pragmatique. L'homme russe pense à l'éternité, aux valeurs morales. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais quand même, la culture occidentale est plus pragmatique. Je ne dis pas que c'est pas bien. Ça donne la possibilité à ce milliard d'or actuel d'avoir des succès en production, dans la science, etc. Donc il n'y a rien de mal ici. Simplement, je dis que nous ressemblons, mais la conscience est différente. Le surnaturel au travail, chez vous, est-ce que vous voyez Dieu au travail pour vous protéger? Est-ce que c'est une force non humaine? Non, honnêtement, c'est pas ce que je pense. Je pense que la communauté internationale se développe selon ses propres lois. Elles sont telles qu'elles existent. On ne peut pas s'en passer, c'est toujours ce qui s'est passé dans l'humanité. Certains peuples se sont levés, sont devenus plus forts, et puis ils ont disparu de l'arène internationale.
Et There's probably no need for me to give examples, but we could j'ai start pas with the besoin Genghis de donner Khan d'exemples and horde ici. On peut conquerors, commencer the par Golden Horde, les and then end Ordines, with the Roman Genghis Khan, Empire. la It seems Horde that there d'or, has never en been finissant anything par like the Roman l'Empire Empire in the history romain. of mankind. Dans l'histoire de l'humanité, je crois que Nevertheless, the il n'y potential a of the jamais eu quelque chose barbarians d'aussi grand gradually que grew, l'Empire as romain. did their Mais en population. tout cas, on a eu In le general, potentiel the des barbarians were barbares getting qui s'est stronger and began to accumulé develop et finalement economically, as l'Empire we will romain see s'est today. écroulé parce que This les barbares étaient eventually plus led to forts, the collapse notamment of sur le the plan Roman Empire économique. Ils se sont and the renforcés et ce regime régime imposed by the Romans. qui avait été imposé par However, l'Empire it took romain 5 dans le monde centuries s'est for the écroulé. Roman Empire to fall apart. Il a mis 500 ans à s'écrouler. C'est un processus qui était très long, 500 ans. La différence avec la situation d'aujourd'hui, c'est le processus d'évolution est beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'à l'époque du Grand Empire romain. Alors, quand est-ce que va commencer l'empire de l'intelligence artificielle? You're asking increasingly more complicated questions. To answer them, you Vous need to me be posez des questions an de plus en plus expert in big difficiles. numbers, Pour répondre, il data faut bien sûr and être AI. spécialiste dans Mankind is les currently grands facing nombres et many dans threats due to l'intelligence the genetic artificielle. researches. Il y a beaucoup de It menaces is now face à possible to create l'humanité a en matière de superhuman, génétique. a On specialized peut créer human un being, surhomme, a un homme genetically spécial, un engineered homme athlete, guerrien, un scientist, homme military scientifique, un homme There are reports sportif. that Elon Musk has already On had dit a qu'aux chip États-Unis, Elon implanted Musk in the human a brain déjà in the USA. implanté une puce dans la tête d'un homme. What do you think of that? Que pensez-vous de ça? Well, I think there's no stopping pense Elon que Musk. on peut He pas will arrêter do as Musk. he sees fit. Il va faire ce qu'il Nevertheless, considérera we need to comme find nécessaire. some Mais common ground with him, il faut se mettre search d'accord for avec ways to lui. persuade him. Il faut I chercher think des he's a moyens de le smart person, convaincre. I truly believe he Je pense que is. c'est quelqu'un d'intelligent. So you need to reach an Je suis agreement with convaincu him que- because this qu'il est intelligent, process mais il faut se needs mettre to be d'accord avec lui pour- formalized and il subjected faut to certain rules. Placer ce processus dans des cadres bien précis. Humanity has to consider what is going to happen due to the newest development in L'humanité, bien genetics. sûr, doit réfléchir à ce qui va se passer compte tenu de ces évolutions sur le plan de l'intelligence artificielle, de la génétique. Donc, comprendre ce qui peut se produire à l'étape suivante. Once mankind felt an existential threat coming from nuclear Et weapons, quand l'humanité all comprend nuclear cette nations menace, began to come to terms à with cause one de l'arme another since nucléaire, they par exemple, tout realized le monde s'est mis d'accord à ce moment-là, parce que tout le monde comprenait qu'un mauvais usage pourrait mener à une destruction totale. It is impossible to stop research in genetics or AI Quand on today, comprendra just as it was que impossible ce to stop développement the use sans of contrôle gunpowder back in the day. et sans limite de l'intelligence artificielle ou de la génétique, à ce moment-là, je pense qu'il y a des But as soon recherches. as we realized that the threat De même comes que ce from n'était pas possible de unbridled cacher and uncontrolled la création de la development poudre of AI, et d'autres inventions genetics or qui any sont other survenues dans field, l'histoire de the l'humanité. time Mais will come quand to reach an international l'homme sent une agreement menace sur lui-même, on how to à ce regulate moment-là, these things. on a une période qui s'instaure où I on comprend qu'il faut se mettre d'accord. J'apprécie beaucoup le temps que vous nous donnez. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question? Evan Gershkovitz, who's the Wall Street Journal reporter, he's 32. Donc, il y a And he's been in prison for almost a year. un journaliste américain qui est en prison depuis plus d'une année maintenant. Est-ce que je peux, sans rentrer dans la version de ce qui s'est passé, mais est-ce que vous ferez ce qu'il faut pour qu'il puisse revenir aux États-Unis? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все линии. We have done so many gestures of good Nous avons goodwill, fait tant de gestes de decency, bonne that I volonté. think we have run out of Je them. pense qu'on a dépassé toutes les limites. Но We have never seen anyone On n'a jamais eu de reciprocate to us in a réponse similar manner. équivalente However, in à nos theory, gestes de we bonne could volonté. say that we do not Mais rule en out that principe, we nous can sommes do that prêts исключаем à dire que nous n'excluons pas if our partners take de faire reciprocal steps. un geste встречном движении со стороны нашей. s'il y a When une I talk about réponse the de l'autre partners, côté. I first of all refer to special services. Et quand je parle de
De l'autre côté, ce que je veux dire, je parle bien sûr des services spéciaux, ils sont en contact entre eux, ils parlent de ce sujet. Il n'y a pas de tabou qui empêche de régler ce problème. Nous sommes prêts à le régler. Mais il y a des conditions très claires que nous discutons avec nos partenaires au niveau des services spéciaux. Je pense qu'on peut se mettre d'accord. Alors, tout ceci a lieu depuis des siècles. Les pays s'espionnent, espionnent les frontières des autres, etc. Donc, dans les entreprises, je pense... Alors, ce qui fait la différence, c'est que donc on peut espionner, et chacun sait tout ça. Il y a des échanges d'espions, mais ici, il est dans une catégorie différente. Est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas parler d'échange? Vous savez, on peut dire ce qu'on veut sur ce qu'est un espion ou pas un espion, mais il y a des choses très concrètes qui sont prévues par la loi. Si quelqu'un reçoit des informations secrètes et le fait de façon secrète, ça s'appelle de l'espionnage. Et c'est ce qu'il a fait concrètement. Il a reçu de l'information secrète. Il l'a fait de façon secrète. Peut-être qu'il a été attiré, peut-être qu'il a été imprudent, peut-être pas par son initiative propre, mais tout ça s'appelle l'espionnage. Il a été pris en flagrant délit, et s'il y avait des choses qui ont été inventées, qui ne sont pas prouvées, ce serait autre chose. Mais là, il a été attrapé la main dans le sac. Il a reçu des informations secrètes de façon secrète. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les choses peuvent être extrêmement différentes. Il peut y avoir différentes choses. Je ne sais pas pour qui il travaillait, mais je le répète encore une fois, l'obtention d'informations secrètes de façon secrète s'appelle de l'espionnage. Et il travaillait dans l'intérêt des services secrets américains, peut-être d'autres structures. Je ne pense pas qu'il ait travaillé pour Monaco. Je ne pense pas que Monaco soit intéressé à obtenir ces informations. Ce sont les services secrets qui doivent se mettre d'accord entre eux, vous comprenez? Il y a des pratiques qui sont connues, il y a des gens qui, à mon avis, ne sont pas liés aux services secrets. Écoutez, moi je vais vous dire, dans un pays ce sont les États-Unis, il y a un homme qui, pour des considérations patriotiques, a liquidé dans une capitale européenne un bandit. Vous savez, pendant ce qui s'est passé dans le Caucase, vous savez ce que faisait ce type? J'ai pas envie, mais je vais quand même le faire. Il mettait nos soldats qui avaient été faits prisonniers sur une voiture et ensuite, il faisait passer des voitures sur leur tête. C'est quoi ce type? Est-ce que c'est un homme? On a trouvé un patriote qui l'a tué dans une capitale européenne. Il l'a fait à son initiative propre. Ou pas, ça, c'est une autre question. Oui, mais c'est une histoire complètement différente. Il a fait autre chose. Non, il n'est pas journaliste. Je le répète encore une fois. C'est un journaliste qui a reçu des informations secrètes de façon secrète. Oui, c'est une autre histoire. Je parle simplement de ces gens qui sont en fait sous le contrôle des autorités américaines ou qu'ils soient en prison. Entre les services secrets, il y a un dialogue. Ça doit se faire en douce, tranquillement, au niveau professionnel. S'il y a des contacts, qu'ils se poursuivent. Je n'exclus pas que cette personne, vous a parlé, M.. Puisse revoir sa patrie. Pourquoi pas?
Ça n'a aucun sens de le tenir plus ou moins longtemps en prison aussi, que nos collègues des services secrets et aussi du côté américain cherchent une solution pour résoudre ce problème. Nous ne sommes pas fermés aux discussions. De plus, ces discussions sont menées. Il y a beaucoup de cas où nous avons pu nous mettre d'accord. Ça peut être le cas ici aussi, mais il faut se mettre d'accord. Monsieur le Président, merci. Moi aussi, je voudrais qu'il puisse rentrer chez lui, finalement. Je le dis tout à fait sincèrement. Mais je le répète, il y a un dialogue qui est en cours. Plus nous rendons publics ces éléments, plus c'est difficile de les résoudre. Tout doit se faire. Je me demandais si il devrait, avec la guerre, je pense que j'aurais une question encore, c'est que peut-être que vous ne voudrez pas répondre pour des raisons stratégiques, mais est-ce que vous êtes inquiet sur le fait que ce qui se passe en Ukraine pourrait aboutir à quelque chose de plus important et d'encore plus horrible? Écoutez, je l'ai déjà dit, nous ne refusons pas de discuter. Nous ne refusons pas. C'est la partie occidentale. Et l'Ukraine, évidemment, est un satellite des États-Unis aujourd'hui. C'est évident. Et je ne voudrais pas que ce soit comme une insulte ou comme une humiliation, mais on comprend bien ce qui se passe aujourd'hui. Le soutien financier, 72 milliards, a été donné au deuxième plan, il y a l'Allemagne, d'autres pays européens, des dizaines de milliards de dollars qui sont envoyés en Ukraine. C'est énorme, il y a un trafic d'armes. Dites aux dirigeants ukrainiens, d'accord, mettez-vous d'accord, supprimez votre décret stupide, mettez-vous, asseyez-vous et discutez. Vous l'avez dit, que l'Ukraine avait été empêchée par l'ancien Premier ministre britannique et par l'administration Biden. Donc ce n'est pas nouveau, des pays qui parlent avec d'autres pays. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas discuter directement avec l'administration Biden qui prend ces décisions? Si l'administration Zelensky en Ukraine a refusé de mener des discussions, je pars du principe qu'ils l'ont fait sur ordre de Washington. Si maintenant Washington voit que c'est une mauvaise décision, eh bien qu'ils y renoncent, qu'ils trouvent un prétexte qui ne soit vexant pour personne. Ce n'est pas nous qui avons pris cette décision, c'est eux qui l'ont pris cette décision et qu'ils y renoncent, c'est tout. Ils ont pris une décision qui était mauvaise. Maintenant, c'est nous qui devons trouver une solution au problème et corriger leurs erreurs. C'est eux qui se sont trompés. Eh bien, qui corrigent leurs fautes. Nous sommes d'accord. Pour ne pas qu'il y ait de malentendus, pour être sûr d'avoir compris, vous êtes prêt à négocier sur ce qui se passe en Ukraine? Exactement. Mais on y est arrivé. On a signé un document à Istanbul qui a été signé par le chef de la délégation ukrainienne. Il y a sa signature. Et pas partout, mais il a apposé sa signature et ensuite il a dit nous étions prêts à signer et la guerre a été finie il y a déjà 1 an et demi. Mais M. Johnson est venu, il nous a déconseillé de le faire et nous avons laissé passer cette chance. Vous avez laissé passer une chance, vous avez fait une faute, eh bien revenez-y, voilà c'est tout. Pourquoi c'est à nous de nous agiter et de réparer les erreurs des autres? Je comprends, on peut dire que c'est notre faute, que nous avons intensifié les actions et qu'avec les armements, nous avons décidé de cesser cette guerre, commencée, comme je l'ai dit, en 2014 dans le Donbass. Mais je reviens encore plus profondément, j'en ai déjà parlé.
on en a parlé avec vous. Revenons à 1991, quand on nous a promis de ne pas étendre l'OTAN. Revenons à 2008, quand les portes de l'OTAN ont été ouvertes. Revenons à la déclaration de l'indépendance de l'Ukraine, où elle est proclamée comme État neutre. Revenons aux bases de l'OTAN et aux bases américaines, anglaises, qui ont commencé à apparaître sur le territoire de l'Ukraine, qui ont été des menaces pour nous. Revenons au coup d'État de 2014 en Ukraine. C'est insensé, n'est-ce pas? On peut lancer cette boule dans tous les sens, mais ils ont arrêté les négociations. C'est une erreur? Eh bien, corrigez-la. Nous sommes prêts. Je pense qu'il serait trop humiliant pour l'OTAN d'accepter un contrôle russe de ce qui était il y a 2 ans un territoire ukrainien. Je l'ai dit, qu'ils réfléchissent comment le faire de façon honnête. Il y a des solutions, si on le veut. Ils ont crié, ils ont fait du bruit, ils ont dit il faut parvenir à une défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille. Alors, vous voyez si c'est possible. Il me semble que ce n'est pas possible par définition. Cela ne se produira jamais. Il me semble qu'aujourd'hui, on en prend conscience, notamment chez ceux qui dirigent en Occident. Mais c'est ça, si cette prise de conscience existe, alors réfléchissez à ce qu'il faut faire. Après, nous sommes ouverts au dialogue. Est-ce que vous voulez dire félicitations l'OTAN pour la situation qui prévaut actuellement? Vous savez, c'est l'objet de négociations. De négociations que personne ne veut mener avec nous. Enfin, ils disent qu'ils veulent, mais qu'ils ne savent pas comment. Je sais qu'ils veulent. Je le vois, mais aussi, je sais qu'ils veulent. Mais ils ne comprennent pas comment le faire. C'est eux qui ont provoqué cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas nous, mais nos partenaires, nos opposants qui l'ont fait. D'accord, qu'ils réfléchissent maintenant à comment aller dans l'autre sens. Nous ne sommes pas contre. Ce serait ridicule si ce n'était pas si triste. Cette mobilisation incessante en Ukraine, cette hystérie, ces problèmes internes, tôt ou tard, il faut se mettre d'accord. Et vous savez, c'est peut-être même bizarre de le dire dans la situation actuelle, mais de toute façon, les relations entre les peuples seront restaurées. Il faudra beaucoup de temps, mais cela viendra. Je vais vous donner des exemples originaux. Il y a des contacts, concrètement sur le terrain, et des soldats ukrainiens sont encerclés. C'est un fait réel. Et nos soldats disent, vous n'avez aucune chance, rendez-vous. Sortez et vous resterez en vie. Rendez-vous. Et de l'autre côté, en russe, en bonne langue russe, écrit, les Russes ne se rendent pas. Ils sont tous morts. C'est-à-dire qu'ils continuent à se considérer comme Russes. En ce sens, ce qui se produit, c'est un élément de guerre civile. Et tout le monde pense en Occident que c'est une guerre qui use une partie du peuple russe contre l'autre. Non, il y aura une réunification. C'est inévitable. Pourquoi les autorités ukrainiennes saccagent l'Église orthodoxe russe? Parce qu'elle unit non pas des territoires, mais l'âme, et personne ne pourra casser cela. On s'arrête là ou on continue? Non, je pense que c'est bien.
Merci, Monsieur le Président. Free speech is bigger than any one person or any one organization. Societies are defined by what they will not permit. What we're watching is the total inversion of virtue.